Bon, je vais peut-être pas m'en servir, c'est au... Encore du monde. On commence en retard, mais ça fait rien, je ne peux pas parler. J'ai fait vachement peur. C'est la même chose, tu es venu déjà deux fois. Oui, je le dis là. Sur Verdun. Jacques Baglietto, et la deuxième fois, je le dis parce qu'il y a un petit... Bah oui, c'est ce que j'avais fait. Ah C'est bon, comme bah alors. ça, on va- Et puis après, c'était Juliane Sayron, la Madame Virginie, tu sais, ce récit de la mort de sa mère. La dépression. Dépression, de la mélancolie. T'as vu, hein, j'en ai Ben oui. Mais il était là. Bien. Nous allons commencer, si vous voulez bien. Alors, avant de présenter la séance de ce soir, je profite de l'affluence pour vous signaler que ceux qui seraient intéressés par le programme du séminaire de l'année prochaine, qui est déjà plus ou moins constitué, ceux qui nous ont déjà donné leurs coordonnées, ça va. Ceux qui n'ont pas donné leurs coordonnées, il faut absolument que vous nous les laissiez aujourd'hui pour que nous puissions vous adresser le programme du séminaire de l'année prochaine. Il y reste une séance, pour dire ça comme ça, la prochaine fois, c'est donc Pierre Sullivan sur le traîne sauvage, le texte qu'il a écrit, La traîne sauvage, il a écrit avec Rosine Crémieux, je ne me souviens pas de la date d'ailleurs, mais c'est la prochaine fois. Et dans le programme l'année prochaine, vous verrez, ça reste psychanalyse et littérature, avec des invités prestigieux, en particulier J.B. Pontalis et Daniel Vildoché, pour donner deux grands noms qui vont venir. Et il y aura aussi une ouverture sur la peinture, avec un texte, des entretiens qui articuleront psychanalyse et peinture. Voilà pour vous donner un avant-goût, mais je vous invite surtout à me donner vos coordonnées pour qu'on puisse vous envoyer le programme du séminaire. Alors j'ai le très grand plaisir, et je pense qu'il sera partagé, d'accueillir avec Pierre-Lévy Soussan aujourd'hui Catherine Chabert, qui va donc nous parler de Guy de Maupassant. Les références littéraires, alors c'est double, hein, c'est à la fois une référence cinématographique et une référence littéraire. On reprend les trois contes de Maupassant que Ophuls a utilisés dans son film Le Plaisir. Le titre du film de Ophuls est le titre de l'intervention de Catherine Chabert. D'ailleurs, à la fin de cette séance, nous vous passerons, comme nous en avons pris l'habitude maintenant, des extraits, en l'occurrence aujourd'hui des extraits du film de Ophuls, avec ces trois contes qui sont le Masque, par ordre d'apparition, le Masque, la Maison Tellier et le Modèle. Je vais vous faire une présentation succincte de Catherine Chabert, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Catherine Chabert est psychanalyste, psychodramatiste. J'ai le plaisir de jouer avec elle de temps en temps et d'apprendre énormément. Elle est membre de l'Association psychanalytique de France, l'APF. Elle est professeure de psychologie clinique et de psychopathologie à l'université Paris 5. Elle est directrice de collection chez Duno. Elle est l'auteur de nombreux articles et de différents ouvrages, parmi lesquels on vous signale dans la collection Psychanalyse d'aujourd'hui le texte qu'elle a écrit, le livre qui retrace la vie et l'œuvre de Didier Anzieux, qui est quelqu'un qui lui est cher. Elle a été rapporteure au congrès de psychanalyse de langue française en 1999 sur le thème « Les enjeux de la passivité ». Et elle a présenté d'ailleurs
un travail publié dans la Revue française de psychanalyse intitulé « Les voix intérieures », travail qui a été poursuivi et mis en relation avec une question qui l'occupe, sur laquelle elle a beaucoup écrit, la question du masochisme, en particulier féminin, en particulier dans les troubles alimentaires. On retrouve d'ailleurs ce texte dans le numéro 1 des libres cahiers de la psychanalyse. Le volume des libres cahiers de la psychanalyse s'appelle « L'esprit de survie ». Et Catherine Chabert est avec Jean-Claude Roland, co-directeur, co-directrice de cette nouvelle revue, les libres cahiers de la psychanalyse, nouvelle revue qui a aujourd'hui 1 an d'existence et dont le numéro 3 vient de paraître sous le titre de « Singulière mélancolie ». Il y a bien sûr aussi les livres de Catherine Chabert, les psychologues le savent bien, sur le Rorschach. Et moi, je voudrais... il y a beaucoup de textes sur les troubles alimentaires, des textes sur le psychodrame, les troubles alimentaires, boulimie, perversion et mélancolie, un texte dans l'EMC sur le psychodrame. Je voudrais simplement vous donner 2 références de textes, en dehors donc des ouvrages, parce que c'est des textes qui sont à la fois, que je trouve moi à la fois gais et graves, à la fois très pudiques et très sensuels, ces textes. 2 textes donc, que je vous invite à lire, de Catherine Chabert. J'inexiste, les paradoxes de la mort à l'adolescence, dans la psychiatrie de l'enfant, et Affect d'enfance, dans la revue Topique. Vous savez aussi, ceux qui sont des fidèles du séminaire psychanalyse et littérature, que Catherine Chabert est déjà intervenue. Ce séminaire a maintenant 6-7 ans d'âge. Elle a été une des premières à intervenir, à 2 reprises. Et il y a un fil dans ces 3 interventions. Elle était intervenue la première fois sur Balzac, un petit conte qui s'appelle, une petite nouvelle qui s'appelle Le bal de Sceaux. Et elle a été intervenue sur un texte moins connu, un texte de William Styron, Un matin de Virginie, autour de la mélancolie. Voilà, je passe la parole à Catherine Chabert. Bon, alors bien sûr, je voudrais commencer par remercier Maurice pour son invitation à ce séminaire, mais surtout pour la confrontation à laquelle j'ai été invitée. Alors, ce que je voulais dire, puisqu'il vient de terminer sur effectivement son séminaire et les interventions que j'ai faites précédemment, il me semble que les modalités de réflexion qui nous sont offertes ont changé au fil du temps, puisque je me souviens que la première fois, il s'agissait de mettre en perspective un texte littéraire et un texte analytique. Et en effet, j'avais proposé, pour introduire le narcissisme et le bal de Sceaux de Balzac. Et puis ensuite, j'ai oublié quelles étaient les consignes, mais je me souviens que c'est important de le dire pour la suite. J'avais effectivement parlé d'un des récits de Un matin de Virginie, qui s'appelle d'ailleurs Un matin de Virginie, où William Styron raconte la mort de sa mère alors qu'il a 11 ans, dans une facture qui m'est apparue tout à fait mélancolique. Et j'avais parallèlement, en quelque sorte, parlé de la psychothérapie d'un adolescent qui avait perdu sa mère quand il avait 11 ans et qui, lui, s'était davantage engagé dans un travail de deuil. Et j'avais proposé ce travail en référence, effectivement, au texte de Freud, Deuil et mélancolie. Alors, si je le reprends, c'est parce que je me suis rendu compte que quand Maurice m'a proposé d'intervenir cette année, de façon spontanée, presque impromptue, je lui ai proposé de parler du plaisir à partir de Maupassant. Et en vérité, c'est seulement au moment où je me suis mise à travailler pour préparer la soirée d'aujourd'hui que je me suis rendu compte qu'il y avait un lien important entre des espèces de jalons finalement, ou des étapes en tous les cas, entre la première fois quand j'étais venue et aujourd'hui, puisque j'avais parlé finalement du narcissisme, ensuite de la mélancolie, et que vient s'immiscer aujourd'hui, et ça n'est probablement pas par hasard, la question du plaisir. Alors, ce que je voulais vous proposer, parce que je sais pas, je viens de temps en temps au séminaire, pas assez souvent à mon goût. J'aimerais pouvoir y venir très régulièrement, mais c'est difficile d'être partout en même temps. Donc, en fait, ce que je voulais vous proposer, c'est de parler effectivement à partir des textes de Maupassant qui ont été rassemblés par Max Ophuls dans son film Le Plaisir,
de vous parler des correspondances justement entre le plaisir et le déplaisir, entre l'excitation et la mélancolie, qui sont des thématiques qui pour moi entrent en résonance, en correspondance même, avec l'étude des mouvements du plaisir et du déplaisir à travers l'œuvre de Freud. Donc je ne vais pas trop m'apesantir sur cette partie-là, mais je voudrais vous montrer ces correspondances justement dans la scansion finalement de l'œuvre de Freud et dans ces oscillations concernant le plaisir et le déplaisir. Alors, je voudrais dire autre chose, et que jusqu'ici, quand j'étais venue, c'était dans la confidentialité de la salle de réunion du service. Et bon, évidemment, aujourd'hui on est ici, et c'est un superbe amphi, mais c'est beaucoup plus impressionnant. Et c'est sans doute ce caractère plus officiel, finalement, qui me pousse à vous dire que je ne suis en aucun cas une spécialiste de littérature, que mon propos à cet égard risque d'être naïf ou lacunaire, même si j'aime passionnément lire et que j'ai lu passionnément l'œuvre de Maupassant, pour qui j'ai un attachement fort ancien. Alors, je voudrais aussi vous dire que je connais mal la vie de Maupassant, et que probablement c'est un manque de curiosité tout à fait suspect, et que donc je n'en ferai pas état, car mon point de vue concernant les relations entre littérature et psychanalyse reste toujours aussi réservé quant au fondement, voire à l'intérêt de la psychobiographie. Je veux parler, probablement de façon un peu caricaturale, de la démarche qui consiste à interpréter une œuvre en s'appuyant sur une anamnèse. C'est une position personnelle, bien sûr, mais qui est probablement très influencée par mon travail d'analyste. Je pense que les explications externes qui permettent de donner du sens à telle ou telle production littéraire sont souvent pertinentes, elles sont parfois même convaincantes, mais comme je l'ai dit déjà la première fois que je suis venue au séminaire de Maurice, l'interpréter, c'est-à-dire l'auteur en question, n'a aucune possibilité de réagir, de résister à l'interprétation qui lui est assénée, ce qui enlève, à mon avis, une part essentielle à la dynamique de mise en sens. Alors aujourd'hui, je vais aller un petit peu plus loin par rapport à ma résistance initiale, parce que c'est l'intérêt final pour moi de participer à ce séminaire, parce que ça m'oblige à réfléchir à des choses auxquelles je ne réfléchis pas habituellement. Je voudrais souligner deux aspects qui m'importent en ce qui concerne non plus les rapports entre littérature et psychanalyse, mais entre le psychanalyste et les textes littéraires. D'une part, en matière de transfert, je crois que le mouvement va toujours du lecteur au texte, et que les psychanalystes, comme tous les lecteurs, sont pris dans cette dynamique, si bien que les mises en sens, les interprétations concernent bien davantage le lecteur que l'auteur. Si l'un des deux protagonistes de cette situation est modifié, c'est bien le lecteur qui reçoit, qui accueille et qui éprouve le texte. Bien sûr, on peut toujours penser que le lecteur, lui aussi, modifie le texte dans l'interprétation qu'il s'en donne. Mais en vérité, il ne modifie pas le texte en lui attribuant des significations subjectives. Ce que je veux dire ici, c'est que dans ce rapport singulier du lecteur au texte, celui qui est excité, donc passif, c'est le lecteur. D'autre part, et c'est surtout ce qui m'intéresse, je pense que certains textes, mais aussi certains films ou toute forme de production d'artistes, sont susceptibles de constituer des points d'appel pour des représentations contre-transférentielles chez l'analyste à certains moments de cure et ou avec certains patients. Je sais bien que j'exprime là une attraction ou un mode de fonctionnement qui est très personnel. Il m'arrive parfois, ce n'est pas systématique bien sûr, d'être tout à coup saisi en écoutant un patient par telle ou telle référence. Un déploiement d'images ou de mots s'engage à l'intérieur de moi, en séance, complètement pris dans la trame d'un roman ou d'un film. Et il me semble que cette attraction qui s'impose à moi
est déterminée par la dimension à la fois fictionnelle et dramatique des représentations littéraires, car elles surgissent, en tous les cas dans mon expérience, dans des moments difficiles, parfois insupportables, du fait du contact avec une réalité psychique ou événementielle, apportée par le patient évidemment, et qui s'impose et qui pénètre comme par effraction. Ce n'est pas la sorcière métapsychologie qui me sert de recours à ces moments-là, mais plutôt un narrateur, un conteur ou encore un projectionniste qui, par la magie des mots et des images, dessert les treintes de l'angoisse et libère de ses aspects sidérants. Bien entendu, je parle de références personnelles, privées, intérieures, qui ne sont pas évoquées par le patient et dont je ne fais nullement état. Je pense que la situation est très différente, ce serait intéressant d'en parler un jour. Je pense que la situation est très différente lorsque les références sont amenées par le patient. Alors, en ce qui concerne la situation que j'évoque aujourd'hui, c'est-à-dire la référence littéraire qui appartient à l'analyste, il me semble qu'alors, la convocation littéraire, à l'instar d'autres associations subjectives, rétablit en quelque sorte l'espace psychique de l'analyste à l'intérieur de ses frontières, avec pourtant, il me semble, une différence notable par rapport à d'autres types d'associations personnelles, je veux dire les rêves, les fantasmes, des éléments comme ça de la vie quotidienne, parce qu'il s'agit à ce moment, enfin, dans la convocation littéraire, d'une production qui appartient à un autre et qui en même temps s'offre en partage à la personne qui pense, enfin, à l'analyste en l'occurrence, au lecteur, ce qui apparente à ce moment-là, il me semble, l'activité de l'analyste à un fonctionnement transitionnel au sens de Winnicott. C'est comme s'il fallait, pour que la réalité devienne psychique, que la parole du patient trouve une sorte d'asile au cœur même des représentations de l'analyste, dans l'entrelacement de la langue et du visuel, et dans leur infléchissement presque hallucinatoire. Je crois que c'est dans des moments d'extrême solitude, quand l'absence, la perte, la détresse ou la cruauté envahissent la situation analytique, qu'il y a une sorte de réalisation hallucinatoire du fantasme qui s'empare de l'analyste, et parfois par la voix d'une situation littéraire. Et à ce moment-là, il me semble que l'image et le mot viennent prêter une forme à un état d'affect bouleversant qui brouille les repères parce que justement aucun objet, aucune représentation ne lui sont associés, ce qui évidemment nous renvoie peut-être à un état d'affect que j'appelle mélancolique et qui se révèle dépersonnalisant. Ce que je veux dire, c'est que je fais référence à ces situations analytiques où le rêve disparaît, la réalisation hallucinatoire et la satisfaction, donc le plaisir qu'elle autorise, disparaissent chez le patient. Je crois que dans ces moments-là, c'est l'analyste qui incarne les images, c'est lui qui les endosse en quelque sorte, et c'est ainsi que la représentation devient possible. Alors, c'est dans une situation de cet ordre que la référence au film d'Ophuls d'abord, puis aux 3 textes de Maupassant ensuite m'est arrivée, dans une période où par ailleurs j'étais en train de travailler sur la question de la vérité et de la science en psychanalyse, et dans une période où j'étais extrêmement dubitatif quant à la manière de m'engager justement dans ce travail. Alors ce jour-là, j'écoutais à l'IMM une jeune patiente dont j'ai parlé il n'y a pas tellement longtemps, au séminaire de Philippe Jamet, qui est une jeune fille mélancolique, au sens le plus douloureux du terme, et bon, je ne vais pas du tout développer l'histoire de son traitement, mais c'était dans une séance de plus où j'avais le sentiment qu'elle s'enlisait dans la terreur et dans la mort, et moi j'étais complètement emportée par l'horreur des images et aussi par cette misère indéfinissable d'un désespoir sans nom et sans doute aussi sans mots. Et elle me dit à ce moment-là que
elle me dit à un moment de la séance, après avoir évoqué des rêves et des pensées monstrueuses, elle me dit que ce dont elle s'accuse en particulier, c'est que, et de façon absolument obsédante, tyrannique, torturante, c'est que lorsqu'elle est dans la vie au dehors, c'est-à-dire quand elle va à l'université ou qu'elle rencontre ses amis, enfin les quelques amis qu'elle peut avoir, rien de ce qui se passe à l'intérieur d'elle, de ce désastre maléfique et monstrueux, n'apparaît. Et que elle trouve totalement insupportable et indigne de pouvoir se montrer enjouée, vivante, alors qu'en fait, son vrai soi, ce qu'elle est vraiment, c'est cet effectivement ce diable bourré de mauvaises pensées et d'intentions mortifères et destructrices. Et alors à ce moment-là me vient vraiment de façon tout à fait inopinée et probablement en apparence dans un premier temps discordante, me vient l'image d'une séquence de film. Un danseur s'écroule, un masque se déchire et sous le jeune et frais visage apparaît une figure de vieillesse et de mort. Je me souviens immédiatement, en séance, que le film s'appelle Le Plaisir. Et je me demande immédiatement pourquoi Max Ophuls a choisi de donner ce titre au rassemblement des 3 nouvelles de Maupassant qu'il met en scène. Est-ce la proximité des contrastes de la vie et de la mort, de la sexualité et de l'innocence, de l'amour et de la haine? Je ne sais pas. Ou bien le vertige, le vacillement qui surgit de leur écart, le passage, l'instant, la lisière qui les sépare et qui les unit. Et alors, le week-end suivant, je reviens aux 3 textes de Maupassant que j'ai lus il y a très très longtemps. Alors je vais vous parler de ces textes à ma manière. La construction du premier met en évidence à la fois la prégnance du plaisir, de la danse, de ce que la joie dans le geste peut recéler d'une exubérance parfois grotesque. Et puis l'écroulement, le masque qu'il faut arracher pour découvrir la vieillesse et son impuissance, et surtout cette vérité irréversible du temps qui passe, ce destin de l'homme dont la fatalité s'impose avec une force incoercible. Mais il y a aussi dans le masque une histoire d'amour, une vieille histoire d'amour entre une femme immédiatement et définitivement prise par sa passion et un homme qui la fait souffrir. Il est beau et séducteur, conquérant et bavard. Il relate par le menu, et c'est une torture pour elle, chacune de ses aventures, probablement aussi attachée au récit de ses conquêtes qu'à ses conquêtes elles-mêmes. Alors évidemment, moi je n'ai pas pu m'empêcher de recopier des passages de Maupassant pour vous les lire. Donc voilà. Car il me disait tout. Il ne pouvait pas se taire. Non, il ne pouvait pas. Ces choses-là donnent tant de plaisir aux hommes. Plus de plaisir encore à dire qu'à faire, peut-être. Et plus loin, ce n'était peut-être pas vrai tout ça. Il aimait tant se glorifier qu'il était bien capable d'inventer des choses pareilles. C'était peut-être vrai aussi. Quand il avait fini son aventure, il fumait des cigarettes en se promenant dans la chambre, et il était si joli garçon, avec sa moustache et ses cheveux frisés, que je pensais, c'est vrai tout de même ce qu'il raconte, puisque j'en suis folle, moi, de cet homme-là. Pourquoi donc les autres n'en seraient-elles pas aussi toquées? Ah, j'en ai eu des envies de pleurer et de crier et de me sauver et de me jeter par la fenêtre tout en desservant la table pendant qu'il fumait toujours. Et plus loin encore,
Maintenant, vous voyez ce qu'il fait. C'est comme une frénésie qui le tient. Faut qu'il soit jeune, faut qu'il danse avec des femmes qui sentent l'odeur et la pommade. Pauvre vieux chéri, va. Vous connaissez la maison Tellier, ce récit tendre et impitoyable d'un groupe de prostituées entraînées par Madame à la communion solennelle de sa filleule. La dérision est là, à la fois subtile et implacable. L'assimilation par les villageois de ces femmes légères à des saintes. Ce qui m'intéresse dans cette nouvelle, c'est encore le moment de bascule, de vacillement où tout est bouleversé. La scène de l'église que vous verrez tout à l'heure relève aussi de l'irruption du passé et de la nostalgie de l'enfance. Le regret de sa jeunesse oblige le vieux jeune homme du masque à s'affubler d'un masque, justement. Et c'est le regret de l'innocence qui fait pleurer Rosa Larosse et ses compagnes, puis par empathie ou contamination, l'assemblée entière réunie pour communier. Je vous lis le passage. C'est alors que Rosa, le front dans ses mains, se rappela tout à coup sa mère, l'église de son village, sa première communion. Elle se crut revenue à ce jour-là, quand elle était si petite, toute noyée en sa robe blanche, et elle se mit à pleurer. Elle pleura doucement d'abord. Les larmes lentes sortaient de ses paupières, puis, avec ses souvenirs, son émotion grandit et, le cou gonflé, la poitrine battante, elle sanglota. Elle avait tiré son mouchoir, s'essuyait les yeux, se tamponnait le nez et la bouche pour ne point crier. Ce fut en vain. Une espèce de râle sortit de sa gorge, et deux autres soupirs profonds, déchirants, lui répondirent, car ses deux voisines, abattues près d'elle, Louise et Flora, étreintes des mêmes souvenances lointaines, gémissaient aussi avec des torrents de larmes. Comme la flammèche qui jette le feu à travers le champ mûr, les larmes de Rosa et de ses compagnes gagnèrent en un instant toute la foule. Hommes, femmes, vieillards, jeunes gars en blouse neuve, tous bientôt sanglotèrent, et sur leur tête semblait planer quelque chose de surhumain, une âme épandue, le souffle prodigieux d'un être invisible et tout-puissant. La troisième nouvelle choisie par Max Ophuls, est celle dont j'oublie toujours le titre. C'est Le Modèle. Elle est la plus courte, la plus banale en apparence et la plus tragique. Elle dit l'engouement amoureux, la passion du désir et son irrémédiable fin. L'intrigue en est simple. Un jeune peintre connu tombe éperdument amoureux d'un de ses modèles, puis, après une liaison de quelques mois, il se lasse d'elle. Le récit bascule lorsque le narrateur, ami du peintre, annonce à la jeune femme que celui-ci doit se marier. Je vous lis le passage. « Si tu te maries, je me tue. Tu entends ?» Il prononça en haussant les épaules. « Eh bien, tue-toi !» Elle articula 2 ou 3 fois, la gorge serrée par une angoisse effroyable. « Tu dis, tu dis, tu dis, répète. » Et il répéta, « Eh bien, tue-toi si cela te fait plaisir. » Elle reprit, toujours effrayante de pâleur, « Il ne faudrait pas m'en défier. Je me jetterais par la fenêtre. » Il se mit à rire, s'avança vers la fenêtre, l'ouvrit, et saluant comme une personne qui fait des cérémonies pour ne point passer la première, « Voici la route. Après vous. » Je n'oublierai jamais l'effet que me fit cette fenêtre ouverte, poursuit le narrateur, après l'avoir vue traversée par ce corps qui tombait. Elle me parut en une seconde, grande comme le ciel et vide comme l'espace. On rapporta la pauvre fille avec les 2 jambes brisées. Elle ne marchera plus jamais. Son amant, fou de remords et peut-être aussi touché de reconnaissance, l'a reprise,
et l'a épousé. Voilà, mon cher. Mais il y a aussi dans le modèle des passages terribles sur le vrai, le faux et les femmes. Qui donc pourra déterminer d'une façon précise, je cite Maupassant, qui donc pourra déterminer d'une façon précise ce qu'il y a d'âpreté et ce qu'il y a de réel dans les actes des femmes. Elles sont toujours sincères, dans une éternelle mobilité d'impression. Elles sont emportées, criminelles, dévouées, admirables et ignobles pour obéir à d'insaisissables émotions. Elles mentent sans cesse sans le vouloir, sans le savoir, sans comprendre, et elles ont avec cela, malgré cela, une franchise absolue de sensations et de sentiments qu'elles témoignent par des résolutions violentes, inattendues, incompréhensibles, folles, qui déroutent nos raisonnements, nos habitudes de pondération et toutes nos combinaisons égoïstes. Nous nous demandons toujours, sont-elles sincères, sont-elles fausses? De qui parle Maupassant? Des femmes, des hommes, des deux? Car la question dans le modèle est symétrique de celle de la femme du masque. La contiguïté des contraires sourd sans cesse sous la plume de Maupassant, et c'est cette contiguïté qui donne le vertige. Entre le vrai et le faux, entre le vice et la vertu, entre le rire et les larmes, et surtout entre la vie et la mort. N'est-ce pas ce qui surgit dans cette phrase de la Maison Tellier, lorsque Maupassant décrit la route de campagne qui conduit le groupe de femmes au village de la Communiante? Les colzas en fleurs mettaient de place en place une grande nappe jaune, ondulante, d'où s'élevait une saine et puissante odeur, une odeur pénétrante et douce, portée très loin par le vent. Dans les seigles déjà grands, des bluets montraient leurs petites têtes azurées. Puis parfois, un champ tout entier semblait arrosé de sang, tant les coquelicots l'avaient envahi. Ou encore, toujours dans l'une des nouvelles, dans le modèle, Jean Sumer, c'est-à-dire le peintre, marchait d'un air morne à côté d'une petite voiture de malade où reposait une jeune femme, sa femme. Et l'estropié contemplait d'un œil triste la joie du ciel, la joie du jour et la joie des autres. Le moteur de ces trois nouvelles, le fil tiré par Max Ophuls, celui qui sous-tend toute l'œuvre de Maupassant, je crois, c'est la sexualité, les rapports entre les hommes et les femmes. En deçà du style presque comportemental, dont les modulations traduisent l'agitation excitée, la fièvre factice, la précipitation excessive, ou au contraire le retrait morne et triste, l'inertie du désespoir, bref, la constance aléatoire de l'humeur, et c'est bien là la force de cette écriture. En deçà, c'est aussi la question de la bisexualité, du masculin et du féminin en chacun d'entre nous, qui soutient les portraits à la fois antinomiques et complémentaires des héros de Maupassant. À cet égard, je vais faire une excursion par rapport aux trois nouvelles dont je parle ce soir. Les deux romans magnifiques que sont Belle Amie et Une vie dramatisent deux positions extrêmes. Belle Amie est une figure d'homme active, conquérante, intelligente et séductrice. Il est aussi tyrannique, cynique, parfois méprisant, voire cruel. Jeanne, l'héroïne d'Une vie, incarne en contraste un destin de femme emporté par la passivité et le masochisme. On pourrait imaginer que ces deux héros se livrent un combat sans fin, à l'instar de la lutte entre des tendances pulsionnelles contradictoires. Leur rencontre pourrait déclencher un plaisir intense, violent. Et du côté des femmes, je pense à la sensualité de Jeanne, mais aussi, dans les trois nouvelles, la passion amoureuse de la vieille femme du masque, la vitalité sexuelle de Rosa et de ses compagnes, la liaison follement excitante du peintre et de son modèle. Et du côté des hommes, le donjuanisme effréné de Belle Amie, Georges Duroy, l'attraction irréductible du masque vers les plaisirs de l'extrême jeunesse et de la séduction narcissique, et aussi ces rencontres pourraient provoquer un extrême des plaisirs pris dans une dérive mélancolique ou dans des scénarios sadomasochistes, voire pervers.
Mais Georges Duroy et Jeanne ne se rencontrent pas. Chacun poursuit son roman parallèle. Chacun en sort victorieux. Bel-Ami, en ménageant son ambition immense et sa soif de plaisir, sans rien perdre, ni de l'une ni de l'autre. Et Jeanne, finalement triomphante, lorsque lui revient la fille de son fils. Dans les 3 nouvelles du plaisir aussi, on peut penser que les 2 tendances gagnent. La résistance de la vieille épouse du masque, la pérennité de son amour parce qu'elle accepte de l'éprouver totalement jusqu'au bout de la vie, un amour si intense, si vivace, que le temps ne semble pas l'avoir atteint. La résistance d'une sexualité joyeuse et vénale dans la maison Tellier, peut-être parce qu'elle s'arrime au socle d'une innocence infantile irréductible. Et enfin, la résistance du modèle par les effets irréversibles d'un geste suicidaire qui finalement lui aliène définitivement l'homme qu'elle aime. Il y a chez Maupassant une quête incessante, itérative, la répétition est omniprésente dans ses textes, d'une vérité humaine prise dans les filets ou les pièges de ses contradictions, de ses paradoxes et des situations extrêmes qui les portent. C'est cette accointance entre son œuvre et les mouvements qui scandent la recherche de vérité chez Freud qui me retiendront ce soir. Si Maupassant pressent Freud, et le précède même en quelque sorte, c'est sans doute parce que l'un et l'autre se confrontent aux tourments et aux dilemmes de l'âme humaine, certes, mais c'est surtout parce que l'un et l'autre en découvrent l'essence dans la sexualité, à entendre pour les deux, au sens freudien du terme, c'est-à-dire en même temps dans son acception la plus profane, celle qui traite des relations entre les hommes et les femmes et qui traite en même temps de la différence des sexes. Bon, je ne sais pas si je vais m'engager dans la partie sérieuse et freudienne. Est-ce que ça a pris plus de temps que je l'imaginais? Oui? Oui, l'assistance. Que dit le public? Le public est d'accord. Bon, alors, on sait bien que l'invention de Freud, c'est l'invention de la psychosexualité, et que cette invention, il l'a faite quand même à travers la question du plaisir, de l'étude du plaisir, de ses entraves, de son contraire et de son au-delà. Donc, à travers justement, enfin à partir de cette étude du plaisir qu'il a retenu quand même d'emblée, même si on l'oublie trop souvent, c'est le complexe nucléaire de l'Oedipe qui surgit dans son articulation avec le désir et la vérité. Et on peut se demander en effet quelles sont les lois qui président à l'émergence de cette vérité, sinon celles qui régissent le fonctionnement de l'appareil psychique jusque dans la constitution de l'expérience, jusque dans la construction de la métapsychologie qui s'efforce d'en rendre compte. Et ce qui apparaît quand même sans cesse, il me semble, dans l'œuvre de Freud, c'est un balancement répétitif entre l'intense, l'intime conviction, la joie de la découverte ou des retrouvailles, et puis le doute, le découragement, la déroute. Et je crois que nous sommes pris, nous aussi, dans cette oscillation constante. C'est en ce sens que la psychanalyse est engagée dans la séduction, dans la question de la séduction forte de toutes les suggestions, et puis ensuite dans la détresse qui s'en est emparée dans un mouvement qui brouille les repères, qui brouille les théories, qui brouille les représentations. Et ces deux extrêmes, je veux dire, ce passage justement de la séduction à la détresse, nous impose une oscillation à la fois compulsive et vibrante finalement entre l'espoir et le désespoir. Donc la question quand même que je pose aujourd'hui, c'est est-ce que nous serions pris d'abord comme hommes, enfin, les femmes aussi bien entendu, mais aussi comme analystes, ou en tous les cas comme personnes qui travaillent avec des êtres humains, est-ce que nous aussi on serait tout le temps pris par cette oscillation constante entre justement des moments de plaisir, d'espoir, des moments de doute, comme si finalement
le mouvement même de l'œuvre freudienne, je veux dire la découverte de la psychanalyse, la découverte de la séduction, le premier modèle de la cure, avec cet espoir fou que, en découvrant ce qui a été enfoui, en levant le refoulement, on va pouvoir libérer l'être humain de ses entraves. Et ensuite, évidemment, le second mouvement, davantage pris, évidemment, dans la déception, parce que, en effet, il ne suffit pas de déterrer les trésors cachés. Il faut autre chose pour que, justement, l'homme puisse renoncer à sa souffrance psychique. Donc, il y a cette dimension-là qui me paraît tout à fait essentielle chez Freud. Et il s'est trouvé que là, à propos de Maupassant, je trouvais la même chose. Mais je pense que probablement qu'on le retrouve chez nombre d'auteurs, enfin, parce que ça fait partie effectivement d'un conflit humain fondamental. Bon, il s'est trouvé que Maupassant était là à ce moment-là pour moi, que je l'aime beaucoup, et qu'en plus il a écrit juste avant Freud, et aussi surtout c'est sa manière d'utiliser la sexualité et la mélancolie qui m'a beaucoup retenue. Donc, si on se réfère à Freud, on doit admettre que nous sommes soumis aux variations de nos humeurs, et jusqu'en 1920, c'est quand même en référence et du fait de l'hégémonie du principe du plaisir que sont ordonnés les processus inconscients. Parce que, et ça c'est une dimension tout à fait essentielle me semble-t-il, c'est bien le caractère intolérable de la réalité, et peut-être de la vérité, qui en détourne le névrosé, et c'est bien pour le maintien et l'obtention du plaisir que s'organisent toutes les stratégies inconscientes, et notamment celles qui relèvent du refoulement. Alors évidemment, le modèle du rêve soutient depuis le début la recherche d'une satisfaction attendue. Là aussi, la question du plaisir est première. Mais évidemment, on retrouve toujours ce balancement, cette bascule, c'est-à-dire que la réalisation hallucinatoire va s'user, la déception va s'installer, et avec elle, les procédures qui permettent de supporter non seulement ce qui est source de plaisir, ce qui est agréable, mais ce qui est source de plaisir, ce qui est désagréable. Et ce que propose Freud en 1911, je veux parler des deux principes sur le cours des événements psychiques, dévoile en quelque sorte le mécanisme qui va se substituer au refoulement et à son effort pour exclure les représentations déplaisantes. Ce qui s'impose maintenant ressort d'un acte de jugement qui doit décider impartialement si une représentation déterminée est vraie ou fausse, c'est-à-dire s'il est en accord ou non avec la réalité. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que premièrement, à l'incidence majeure du principe de plaisir, se substitue celle du vrai et du faux, c'est-à-dire que le primat de ce qui s'éprouve se déplace vers ce qui se pense. Et deuxièmement, Freud propose une définition presque philosophique de la vérité dans son adéquation à la réalité, mais évidemment à ce moment-là, on peut poser la question de quelle réalité veut-il parler. Et là encore, cette association, ce mouvement, ce passage chez Freud qui va du principe du plaisir au jugement entre ce qui est vrai et ce qui est faux, j'ai eu l'impression qu'il y avait des correspondances surprenantes entre justement ce déplacement de la pensée freudienne et les préoccupations qui apparaissent sous la plume de Maupassant à propos du vrai et du faux, aussi bien en ce qui concerne le masque que en ce qui concerne les autres. Alors, bon, je vais peut-être sauter un peu. Alors, qu'est-ce que... Enfin, je crois que ce qu'on peut dire, en tout état de cause, c'est que la psychanalyse peut traiter du plaisir, et notamment grâce à l'étude de l'amour et de la haine, et que là, dans une certaine mesure, on peut penser qu'elle en propose une syntaxe à partir des renversements qui sont susceptibles de les affecter. Je veux dire, c'est les mouvements de l'ambivalence pulsionnelle. Elle déploie dans le même élan les mouvements et les scénarios qui les mettent en scène, ces mouvements pulsionnels. L'attraction par l'autre, massivement sollicitée tant qu'il est dispensateur de plaisir, puisque à ce moment encore,
Le caractère de plaisir se situe au-dessus de tout et exige la transformation de l'autre en étranger hostile, voire dangereux, dès qu'il ne remplit plus ses fonctions, c'est-à-dire dès qu'il n'apporte plus du plaisir. Donc là, évidemment, je retrouve tout à fait le fil de la dernière nouvelle, celle dont j'oublie toujours le titre, Le modèle de Maupassant, où effectivement, la jeune femme est conservée comme objet d'amour tant qu'elle est susceptible d'apporter du plaisir, et elle est transformée en étrangère hostile à partir du moment où elle n'en apporte plus. Et ce que dit Freud, c'est que ce mouvement-là, enfin, qu'il retrouve en quelque sorte dans l'évolution pulsionnelle, en quelque sorte, eh bien, ce même mouvement, on va le retrouver dans le cours de l'analyse, et Freud le rappelle encore en 1937, donc très tard. Il dit que lorsque les notions de déplaisir deviennent trop fortes, elles assurent au transfert négatif la haute main sur la cure, et elles peuvent abolir totalement la situation analytique. L'analyste devient alors un étranger aux exigences à la fois abusives et désagréables, et le patient se comporte à son endroit, je cite Freud, comme l'enfant qui n'aime pas l'étranger et ne le croit en rien. Alors, ce qui m'intéresse, enfin pour aujourd'hui en tous les cas, c'est la part de création du fantasme qui revient au principe de plaisir, dont il est l'ordonnateur en quelque sorte, et qui trouve ses effets dans toutes les productions psychiques, y compris dans les productions scientifiques. C'est donc plutôt la dynamique qu'il inaugure dans la recherche de formes susceptibles d'accueillir l'excitation et les tentatives pour en permettre l'apaisement dans la satisfaction du désir, qui me retient notamment dans ces incidences inconscientes. Et ce que je veux réévoquer ce soir, même si c'est hyper banal, c'est que je trouve que justement parmi ces formes d'orchestration en quelque sorte de l'ambivalence pulsionnelle, je trouve que le complexe d'Oedipe apparaît comme un rythme absolument somptueux justement pour traiter les affects et en dramatiser la distribution et les négociations. En fait, la structure de l'Oedipe s'offre en quelque sorte pour accueillir l'ambivalence pulsionnelle. Alors, c'est peut-être la force, enfin c'est peut-être à la force, à l'intensité justement des pressions pulsionnelles contraires qui tourmentent l'humanité, l'amour et la haine, hein, que la psychanalyse doit l'une de ses découvertes parmi les plus fondamentales. Et à cet égard, je voudrais rapidement dire qu'il a fallu quand même beaucoup de temps à Freud pour découvrir le complexe d'Oedipe, qu'aujourd'hui finalement c'est une notion qui est totalement banalisée, hein, alors qu'en vérité il lui a fallu énormément de temps pour pouvoir la trouver et beaucoup de ténacité aussi pour y arriver. Alors, l'autre aspect que je voudrais reprendre par rapport, là j'ai essayé de parler rapidement, enfin de ramasser en quelque sorte tout ce qui dans l'œuvre de Freud revient justement à la sexualité dans sa dimension de plaisir, de séduction, dans l'organisation justement de l'ambivalence pulsionnelle qui est offerte par le complexe d'Oedipe dans les meilleurs des cas. Et là, je voudrais rapidement revenir à l'autre aspect. Là aussi, c'est assez banal, si vous voulez, mais parce que j'avais envie, comme ça, d'illustrer cette bascule chez Maupassant et chez Freud, puis je dirai quelques mots de Max Ophuls après. Donc la question, finalement, qu'on peut se poser, c'est la suivante. Est-ce que, finalement, l'excitation oedipienne, et notamment dans sa valence incestueuse, est-ce qu'elle serait là toujours et immanquablement pour éloigner le plus longtemps possible l'inquiétude ou l'horreur de l'abandon? Est-ce que l'excitation sexuelle serait là toujours pour pour éloigner la confrontation justement au plus difficile? Et voilà comment je peux aussi formuler la question. Est-ce que la force créatrice du fantasme, avec toute la dimension libidinale qui est mobilisée justement dans la création du fantasme, est-ce qu'elle obéirait, cette force créatrice, d'abord à la nécessité de calmer l'angoisse de la solitude en convoquant les partenaires irremplaçables de l'histoire infantile? Et est-ce que l'analyse serait avant tout le lieu et le moment privilégié du rappel des scènes qui l'ont construite? Est-ce que nous serions inéluctablement soumis au processus qui, au-delà de la séduction et des forces vives qui la soutiennent, nous affronte à la perte? Alors vous voyez où j'en suis. En 1920,
au début de Au-delà du principe de plaisir, Freud continue d'invoquer ce principe autour duquel tous ses travaux ont gravité. C'est le plaisir qui préside au fonctionnement des processus inconscients. Et pourtant, ce bastion de la découverte, ce pivot de la théorie, doit s'incliner devant les faits de l'observation. Certaines conduites humaines montrent une tendance évidente allant à l'encontre de la recherche du plaisir. Elles témoignent d'une compulsion à répéter des événements désagréables, douloureux, traumatiques, et vont jusqu'à mettre à l'épreuve le rêve et la satisfaction de désirs qui lui étaient indissociablement liés. Cette position ne sera jamais démentie. On ne pourra plus rester attaché à la croyance que le cours des événements psychiques est exclusivement dominé par l'aspiration au plaisir, écrit Freud en 1937. L'enfant à la bobine, le Fordat, vient opportunément, c'est une pure observation, au service de cette nouvelle découverte freudienne, bien plus scandaleuse que toutes les précédentes. Tous les échafaudages sont là, et notamment la matière du masochisme moral dans la prise en compte de l'étrange phénomène de l'échec devant le succès qui détermine dans la cure la réaction thérapeutique négative. Par quel chemin l'observation du jeu d'un enfant conduit-elle à la pulsion de mort? L'élément remarquable surgit dans le contenu du jeu, disparition-retour, qui en soi constitue un formidable aménagement du non-retour et de l'angoisse que cette représentation implique. La situation à la fois banale et précise d'un enfant transitoirement privé de sa mère offre une image écran, une représentation qui en refoule d'autres, toutes concentrées sur les liaisons entre l'absence, la perte d'amour et la mort. Pour Freud, elles se prennent toujours dans les filets de l'histoire oedipienne, même s'il accorde une importance majeure à la dynamique du passage de l'expérience subie à l'activité du jeu, dans l'opposition entre une situation éprouvée, réelle, imposée, traumatique, et une situation irréelle, imaginaire, fictive, qui assure à son auteur, par la maîtrise qu'elle lui procure, un plaisir certain. Qu'il s'agisse de l'abandon de l'enfant par la mère, qu'il s'agisse de la déception oedipienne et de la reconnaissance de l'incompatibilité des désirs sexuels infantiles avec la réalité, le déplaisir peut être combattu par des voies d'élaboration interne. La répétition, dont l'action compulsive et mortifère ne cesse de hanter la psychanalyse, trouverait là, paradoxalement, le moyen de se défaire, démasquer dans et par le transfert, saisissant dans le même mouvement le retour de l'identique et son possible changement. Et c'est là que je pose la question, n'y aurait-il pas une analogie entre la dynamique de l'écriture et celle de la recherche psychanalytique dans leurs oscillations constantes et répétitives entre la soumission aux faits et le traitement, le transfert et la fiction, qui s'efforcent d'en conquérir ou d'en maîtriser le sens. Alors pour terminer, je voudrais quand même en venir à Max Ophüls. Je ne souhaite pas poursuivre ces propos métapsychologiques qui me paraissent un petit peu arides, mais je voudrais justement reprendre le fil de mon exposé en revenant cette fois justement au film de Max Ophüls, enfin Le plaisir, car c'est bien à lui que je dois l'essentiel de cette évocation de Maupassant. En donnant pour titre à son film Le plaisir, il réalise, il me semble, une véritable interprétation. Et c'est bien le caractère initialement énigmatique de ce titre et des contenus qu'il rassemble qui m'a interrogée. Pourquoi le plaisir? Alors, l'hypothèse que je pourrais faire, c'est que Ophüls propose là comme une sorte de reprise libidinale de ceux qui pourtant auraient pu être éprouvés comme figés par l'immobilisme mélancolique de Maupassant. C'est peut-être parce qu'il objectalise ceux qui, chez Maupassant,
relèverait davantage d'une libido narcissique. Mais je ne suis pas du tout sûre de répondre à cette question. En tous les cas, ce film, comme tous les films à partir des œuvres de Maupassant, mais celui-là particulièrement, est un plaisir évident pour le spectateur, lecteur de Maupassant. L'extrême fidélité presque obsessionnelle du film au texte, non seulement parce que la dimension narrative y est présentifiée par la voix de Jean Servet, qui lit des passages du texte, mais aussi par la prise en compte des détails qui foisonnent dans les textes de Maupassant. En fait, je crois que les textes de Maupassant ressemblent à des scripts, à cette différence près de taille, il faut le dire, qu'ils sont magnifiquement écrits et que la puissance évocatrice des mots en est tout à fait fascinante. Donc, Ophuls suit Maupassant au plus près. Une seule exception. Dans La Maison Tellier, la description des filles par Maupassant est à la fois caricaturante, pittoresque, mais grotesque, ce qui évidemment soutient les effets de contraste qui constituent la trame du récit. Daniel Darieux, choisi par Max Ophuls pour jouer l'une des héroïnes, fait une Rosa Larosse qui ne ressemble en rien physiquement à celle de Maupassant. Je vous lis la description de Maupassant et vous verrez Daniel Darieux tout à l'heure, enfin dans 5 minutes. Rosa Larosse, une petite boule de chair tout en ventre, avec des jambes minuscules, chantait du matin au soir, d'une voix éraillée, des couplets alternativement grivois ou sentimentaux, ne cessait de parler que pour manger, et de manger que pour parler, remuait toujours, souple comme un écureuil, malgré sa graisse et l'exiguïté de ses pattes. Et son rire, une cascade de cris aigus, éclatait sans cesse. De ci, de là, dans une chambre, au grenier, dans le café, partout, à propos de rien. Alors, il me semble que cette modification n'est absolument pas anodine et qu'elle montre, de mon point de vue, et cette fois c'est mon interprétation, la volonté de Fouls de redonner, de revaloriser les images féminines et la sexualité là où elles étaient éventuellement portées mélancoliquement par la caricature et la détresse. Alors, bon, en même temps, écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Je voulais juste dire encore une chose, c'est que il y a entre Maupassant et Ophuls quelque chose d'assez extraordinaire, parce que il me semble que Ophuls est un narrateur fabuleux, et que Maupassant a la possibilité, enfin, a la potentialité à partir de son écriture. Il y a une puissance évocatrice d'images. Enfin, c'est un écrivain extrêmement visuel. Et que là, justement, je trouve qu'il y a entre les deux une espèce de commerce, enfin d'échange qui est tout à fait heureux, avec évidemment, bon, parce que je vais quand même réévoquer Freud avant de terminer, j'ai l'impression en effet que, bon, chez Freud aussi, toute la dimension visuelle est tout à fait importante, celle de la fiction aussi, et c'est peut-être pour ça que le rêve continue d'être le paradigme de la psychanalyse, avec cette ouverture d'une autre scène pour que se jouent des scènes. Alors, donc, on va voir quelques petits passages que j'ai choisis pour vous du plaisir. Merci. Une phrase qui n'est pas de Maupassant, qui est de Max Ophuls, qui dit tu n'as pas vraiment l'air heureux, et il lui répond pourquoi n'as-tu jamais cru que le bonheur était gai. C'est une phrase de Ophuls qui n'est pas une phrase de Maupassant. Donc voilà, donc je vous invite à poser des questions, comme c'est le rituel. Une question à Catherine Chabert, que je remercie pour son exposé.
Merci Marc Lopez. Alors, peut-être en effet que c'est comme ça que les choses se passent. Je crois quand même qu'il y a des films dans lesquels des héroïnes laides sont jouées par des actrices pas nécessairement laides, mais qui sont très enlaidies, ça existe. Trop belle pour toi. Oui, oui, puis même, comment ça s'appelle ce film italien Mais ce que je voulais dire, enfin, j'ai insisté là-dessus à propos de Max Ophuls parce que il suit aussi, enfin, il y a aussi beaucoup de films qui sont des interprétations par rapport à des œuvres d'auteurs et qui les suivent pas de façon absolument attentive, quoi. Tandis que ce qui m'est apparu dans le film d'Ophuls, c'est qu'il reprend. En plus, il y a, bon, on n'a pas entendu dans les deux premières séquences, mais il y a un narrateur, c'est Jean Servet. euh, on entend sa voix, il y a des fragments entiers il y a des fragments entiers du texte de Maupassant. Et il se trouve qu'en effet, les textes de Maupassant sont tellement précis. Et Max Ophuls a été excessivement fidèle, même s'il a rajouté cette phrase à la fin et que le dialogue n'est pas absolument identique. Mais quand même, de toute façon, ce sont des nouvelles qui sont extrêmement brèves. Elles font 3-4 pages pour deux d'entre elles et 7 ou 8 pour celle du milieu, quoi. Alors, enfin, cela dit, vous savez, je ne défendrai pas à tout prix cette interprétation. Je me suis demandé pourquoi il avait... c'est vraiment resté une question sans réponse pour moi. Pourquoi il a appelé ce film-là le plaisir. Et puis, en préparant mon exposé dimanche, en terminant, je me disais, oui, il est quand même très près du texte de Maupassant. Et en même temps, il y avait quelque chose qui me trottait dans la tête depuis le début, c'est que quand j'ai relu là récemment les trois nouvelles et que je suis retombée sur la description de Rosa Laroche, c'est la mieux de toutes, hein, parce que les autres... et puis bon, que j'ai revu, bon, on la voit pas là finalement dans le fragment que j'ai choisi, quand on voit Daniel Darieux, la cigarette à la bouche, chantonnant tout le temps, tellement une figure même de la séduction féminine, quoi. Je me dis que, bon, il a peut-être pas fait exprès, mais enfin, en tous les cas, il y a une autre représentation de la féminité, enfin de la femme, qui apparaît dans les images d'Ophuls. Chez Maupassant, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, je crois que tu as raison, surtout qu'il y a un autre film, Boule de Suif. C'est toujours la substitution d'une femme plus âgée et obèse, et généralement prostituée, par une actrice très jeune et très belle. Donc, Daniel Darieux n'est pas la Rosa qu'on pouvait escompter, mais Micheline Prel dans Boule de Suif n'est radicalement pas la description de Boule de Suif, qui, comme son nom l'indique, est une boule de graisse et qui a une figure maternelle qui s'oppose justement, en particulier aux hommes dans Boule de Suif. Donc là, il y a une parenté. De la même manière, dans Bel Ami, dans Le Bel Ami de Sodmac, la prostituée, dans le texte de Maupassant, est une femme toujours courtaude et obèse, et dans le film Bel Ami, c'est une très très belle femme. Donc, et en effet, dans deux autres films, on revoit ça. On ne suit pas à la ligne ces figures de prostituées maternelles. Enfin, moi, j'ai l'idée que... Enfin, mon idée, c'est que quelqu'un comme Ophuls, par exemple, il remet les femmes à leur place, dans une certaine mesure, alors que, c'est-à-dire elles sont susceptibles d'être belles et séduisantes, alors que j'ai l'impression que le féminin chez Maupassant, enfin ce qu'il incarne dans le féminin, c'est un féminin qui appartient aux deux sexes, parce que finalement, on est dans une espèce de réversibilité. Enfin, le passage que j'ai repris sur le vrai et le faux, c'est ce que dit, qu'il dit à propos des femmes qui mentent tout le temps. Est-ce que c'est vrai?
est-ce qu'elle mente, est-ce qu'elle ne mente pas, c'est absolument le discours de la vieille épouse du masque qui se demande si toutes les histoires qu'il lui raconte sont vraies ou fausses. Donc, moi, il me semble qu'il y a quelque chose justement du côté de la bisexualité qui est traitée par Maupassant à travers la différence des sexes, mais où au fond, c'est des tendances, c'est les tendances du même, quoi. C'est comment finalement le masculin et le féminin s'affrontent à l'intérieur, ou restent au contraire dans une espèce enfin, sur des parallèles qui ne se rencontrent jamais à l'intérieur de chacun d'entre nous. Oui, oui, mais ce qu'il y a, c'est que quand même, il y a une disqualification de la sexualité enfin, à la fois une disqualification et en même temps, bon, quelque chose d'autre qui apparaît. Et il est obligé de caricaturer la sexualité en rendant ces femmes grotesques, quoi. De la même façon que le vieux jeune homme du masque est grotesque lui aussi. C'est-à-dire, il y a quelque chose quand même du côté du plaisir qui est parfois, pas toujours, mais qui est parfois euh, disqualifié sur ce mode-là. C'est à la fois ce qui attire le plus et ce qui est le plus disqualifié. Oui. Oui. Oui, mais oui, je suis d'accord. Mais à ce moment-là, si le pulsionnel brut n'a pas de forme, pourquoi il lui donne une forme laide? Enfin, tu- parce que... Oui. Pardon? C'est autre chose. Oui. Oui, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose du côté de l'excitation qui est très très fort chez Maupassant, bien sûr, dans son écriture. Ça passe pas seulement par la laideur des femmes, mais parce qu'en même temps, un personnage comme Georges du Roi, il est aussi dans le pulsionnel beaucoup, et c'est un très bel homme, lui. Donc, il y a une curieuse distribution. Oui. Bon, tu as fait un exergue, une exergue là, sur les dangers de la pathobiographie. Oui. Et bon, au mot passant, on rappelle l'épitaphe lors de sa mort d'Alexandre Dumas, ça a commencé par quelle grande perte pour la littérature à ce cher lapin. Il a une sensualité suractive, et il a dans ses conquêtes amoureuses une recherche d'un objet féminin qui est en effet souvent une femme obèse, et courtaude, enfin une femme qui puisse contenir cette excitation, cette sensualité suractive, et il la trouve dans ce type de figure de femme. C'est pour ça que j'ai cité la phrase de tout à l'heure, est-ce que le bonheur est gai? C'est-à-dire que le quiproquo, ça serait que, enfin pour Maupassant, c'est qu'il ne cherche pas le bonheur. D'où la tentation masochistique qu'il trouvera. Enfin, il ne croit pas au bonheur. Oui, c'est peu qu'il y croit pas. Ouais. Et sa biographie est éloquente là-dessus. Qu'importe. Il ne croit pas au bonheur. Et pour quelqu'un qui ne croit pas au bonheur, il a une tendance assez naturelle à chercher d'abord et avant tout, de manière très forte, le plaisir, la jouissance, y compris dans des aménagements ou même dans une perversité sadomasochisme. Et la jouissance et le bonheur, c'est radicalement différent. Les figures de femmes qui lui permettent de contenir ça, on les voit ici, on les voit en particulier dans Bel Ami, où celle avec qui il reste, malgré toutes les conquêtes, c'est celle qui peut contenir cette excitation pulsionnelle. Il y a Godard qui aime beaucoup Maupassant et qui disait que les femmes de Maupassant, c'est souvent des prostituées, qui savaient ouvrir leurs jambes comme une mère sait ouvrir les bras pour accueillir un enfant. Un truc comme ça. Et tu parlais d'ailleurs de l'innocence irréductible des prostituées qui font basculer l'émotion à l'intérieur de l'Église. On n'a jamais vu une Église aussi émue du fait de l'émotion innocente de ces femmes perverses, sales, etc. Il y a quelque chose comme ça d'une quête chez Pervers, c'est pas sûr. perverse. C'est une prostituée. Voilà. Perverse, c'est pour la morale bourgeoise. Oui, d'accord, mais moi, enfin, on va reprendre une discussion sans cesse.
C'est dans le texte. Pas la peine d'aller chercher la psychobiographie. C'est dans le texte. C'est dedans. L'excitation, les figures de femmes, tu vois, je veux dire, il est entièrement dans son écriture. Donc, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Je ne sais pas ce que ça peut nous apporter. C'est de toute façon une vision subjective. Mais là, il y a un point de désaccord très fort là, par rapport à ce que tu as dit au début. C'est que le fameux « c'est dans le texte », c'est vrai. Et c'est vrai que l'auteur ne peut pas réagir à ce bombardement interprétatif, sauvage et terriblement subjectif. Mais, Maupassant en particulier, mais d'autres auteurs sont des écrivains qui construisent leur machine littéraire pour laisser une place au lecteur, pour qu'il construise son propre livre, et que c'est construit de cette façon-là, y compris chez Maupassant. Je pense que le lecteur alors peut s'autoriser à délirer plus ou moins pour faire son propre livre, et aller ensuite discuter avec les copains de son bel ami par rapport à l'autre bel ami, et que c'est un des travaux de l'écriture fondamental, d'avoir plusieurs lectures possibles et des échanges possibles. Alors le cinéma, c'est la même chose, les grandes discussions au cinéma. Mais sur les films ou les livres qui laissent une place au lecteur et qui, dans la construction du texte, font cet effort-là. Et j'ai jamais dit le contraire. Au contraire. Alors là ça n'a rien à voir avec la psychobiographie. Rien à voir avec mais si. non. Mais si. Ah ben non. Ça a à voir avec l'écriture. Non, mais le point de vue que tu développes là, c'est absolument le mien. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une modulation, que la force d'une écriture, c'est la possibilité justement de se prêter aux modifications, aux interprétations qui viennent du lecteur, enfin, et qui donc se prêtent en quelque sorte au transfert au pluriel du lecteur. Ce que je récuse, moi, c'est d'interpréter le fonctionnement psychique ou la pathologie d'un auteur à partir de ce qu'il écrit d'une part, ou bien d'expliquer son œuvre à partir de son histoire. Tu vois. Mais ce que tu dis là, je veux dire, bien sûr, ou alors sinon j'aimerais pas lire. Je veux dire, oui, je l'ai dit la dernière fois, je crois que un des plaisirs du lecteur, quand justement, comme toi d'ailleurs avec Balzac ou Maupassant, lorsqu'il s'y plonge et qu'il lit toute son œuvre, comme tu l'as fait, de Balzac, et bien à un certain moment, il s'attache à la biographie. Peut-être pas à Catherine Chabert, mais en général... Non, mais je ne m'interdis pas d'y aller voir. Et je crois que ce n'est pas par hasard et ce n'est pas innocent. Et c'est une autre lecture qui apparaît. Ce n'est pas une réduction. Oui, bien sûr, je peux avoir de la curiosité, mais pour moi, ça n'est pas nécessairement déterminant dans le mode d'écriture. Enfin bon, je veux dire, en tant que psychanalyste, voilà, je n'ai pas ce rapport-là à la littérature. C'est-à-dire, je ne vais pas me servir de mes références psychanalytiques pour interpréter le mode de fonctionnement psychique d'un auteur à partir de ce qu'il écrit. Alors, cela dit, j'ai accusé personne. Non, mais c'est pour ouvrir, c'est pour réveiller la salle. Blandine Folio. Oui, c'est ça, tu vois, enfin, c'est tout à fait ça, je veux dire, parce que bon, sinon, moi, je suis comme n'importe quelle amoureuse de la lecture, quoi. Bon, mais en tant qu'analyste, c'est ça la question, c'est vrai que c'est plutôt de ce côté-là que les choses se situent pour moi. C'est-à-dire, quand il y a comme ça une espèce de point... Alors là, en particulier, c'est ça qui est venu, dans ce moment-là très précisément, mais dans des tas d'autres moments. C'est plutôt de ce côté-là. Bon, cela dit, bon... Je ne peux pas non plus caricaturer ma position. C'est vrai que quand je lis des romans, parce que j'aime énormément les romans, j'ai des idées qui me viennent comme ça en tête et qui ont probablement à voir avec ma chair d'analyste, ça c'est sûr. Et ce que je veux dire, c'est qu'on on a l'impression de connaître Maupassant en le lisant et pas nécessairement en connaissant l'histoire de sa vie. Oui, bien sûr. Et Maupassant, en plus, est un exemple plus que caricatural, puisque je ne dis pas que je partage ce point de vue. Je dis que le nombre de textes, pour Maupassant comme pour Proust ou d'autres, qui ont fait des liens directs et réducteurs, massifs, mais qui ne peuvent pas rester sans interprétation sur l'évolution démentielle syphilitique et un certain nombre de ces textes, est extrêmement important.
Alors, c'est pas aussi réducteur que l'asthme de Proust qui lui donnait cette écriture ou d'autres choses. Mais vraiment mettre de côté toute son activité sexuelle suractive, sa fréquentation des prostituées, sa maladie, la peste brune qui l'emporte, tout un certain nombre de choses. Je ne dis pas qu'il faut l'avoir en tête forcément pour lire Maupassant la première fois. Je dis que celui qui a lu Maupassant, qui aime Maupassant, et qui dépasse les personnages de Maupassant, enfin, moi en tout cas, va vers Maupassant à ce moment. Et qu'il y a un intérêt, y compris romanesque, à penser, y compris à délirer, ce qui s'est joué pour Maupassant dans son écriture. Je n'ai pas dit que c'était la genèse du travail de l'écriture, mais c'est un autre plaisir de lecteur supplémentaire. En tout cas, moi, que j'ai. Mais on ne va pas monopoliser le débat là-dessus. Il y a d'autres interventions. Oui. Oui. Je ne sais pas si je peux vous répondre parce qu'en fait, ça se passe, quoi. Je veux dire, je fais rien pour ça. Je pense que ça fait partie d'un mode de pensée associatif à certains moments qui permet peut-être de décoller par rapport à ce qui est en train de s'éprouver et peut-être par rapport à la dimension sidérante, enfin de sidération de la pensée, des associations qui sont susceptibles d'apparaître. Pas seulement d'ailleurs, je crois que quelquefois on a besoin d'avoir comme ça une espèce de décor qui se met en place, enfin, si on est un peu visuel ou si on fait attention aux mots, comme s'il fallait qu'il y ait une autre scène que la scène analytique qui se déploie, vous voyez, mais moi, je pense que ça fait partie des mouvements contre-transférentiels. C'est-à-dire que, au fond, bon, alors je vais vous dire ce qui s'est passé par rapport à cette jeune patiente. J'étais vraiment désespérée. J'ai désespéré avec cette fille. Et vraiment, ce jour-là en particulier, je me disais que c'était pas possible, quoi, qu'on soit encore là, là-dedans. Et puis bon, il y a le masque qui me vient, enfin le film, à cause de ce qu'elle raconte, entre l'écart entre dedans, etc. Et puis tout de suite, je me dis le plaisir. C'est le film d'Ophuls, le plaisir. Et alors à ce moment-là, ça a été une ouverture pour moi formidable, parce que je suis très attentive à ce que, même si je pouvais penser, quand j'étais plus jeune, je pensais que quand j'avais des idées comme ça, je m'en voulais beaucoup, parce que je pensais que j'écoutais plus mes patients, et que bon, j'étais ailleurs, quoi. Et maintenant, je sais que même des pensées qui peuvent paraître comme ça très très loin, en particulier des évocations de films, des choses comme ça c'est pris quand même dans le transfert, dans le contre-transfert. Et alors à ce moment-là, ce qui m'est venu immédiatement, enfin à partir de cette question du plaisir, c'est que je me suis dit, voilà ce contre quoi elle bataille en permanence. Le plaisir. Et pour moi, ça a été très important de pouvoir le penser à un moment où justement j'avais l'impression qu'on était complètement enlisés. Et non seulement j'ai pensé, voilà ce contre quoi elle se bagarre sans cesse et tout, mais j'ai pensé aussi, voilà ce qu'elle veut à tout prix cacher. Qu'il puisse y avoir un peu de lumière dans l'obscurité de sa vie intérieure. Alors bon, ça c'est je ne sais pas si je réponds, mais c'est un exemple. Et finalement, ça élargit en quelque sorte l'espace psychique des deux, dans une certaine mesure, hein, parce que ça ouvre des portes finalement. Et finalement, si on arrive à avoir des pensées comme ça, c'est bien que ce que le patient a pu dire les a ouverts, d'une certaine manière. Sinon, on ne peut pas. Oui, j'avais vu des mains au quatrième rang.
Rubillot, le cinéma. Moi, j'ai des interprétations, mais... Oui. Contenir le ravage pulsionnel qu'un homme peut éprouver, difficilement. Difficilement. Il faut de la carrure, de l'expérience. Non, il y a une chose là, puisqu'on touche au cinéma. Quand même, il y a quelque chose de formidable. Parce que quand on discutait avec Catherine pour choisir les séquences, on n'était pas dans le même film, j'allais dire. Elle a choisi un certain nombre de séquences qui illustrent son propos. Des séquences très graves, très poignantes, très douloureuses, la défenestration, bon, etc. Et moi, ce qui me frappe chez Ophuls, c'est j'avais choisi une première séquence de La Maison Tellier. Enfin, ce qui me frappe chez Ophuls, c'est les mouvements de caméra. Et la sensualité de Maupassant, elle se retrouve chez Ophuls de par, non pas la maîtrise technique, mais cette façon tout à fait singulière de suivre les femmes du regard. Il y a une très jolie scène dans La Maison Tellier où c'est Godard qui rapportait ça. Il disait, il y avait un moment magique, c'était où Daniel Gélin disait à Simone Simon, comme tu bouges bien, au même moment où Max Ophuls tournait autour de Simone Simon. Il y avait un voyeurisme partagé de ces deux hommes par rapport à cette femme qui la faisait tourner au sens large. Et ce qui me frappe chez Ophuls, ça, c'est ces mouvements de caméra qui figurent, qui matérialisent ce qu'on peut ressentir de la sensualité chez Maupassant. Et puis il y a un autre grand cinéaste qui est Renoir, dans Partie de campagne, où la façon de faire sentir la sensualité chez Maupassant, en particulier dans la nature, est radicalement différente et beaucoup plus pointilliste, beaucoup plus hargneuse, plus rageuse, comme s'il avait ce même tempérament paysan de hargne et de violence dans la rencontre sexuelle, tandis que chez Ophuls, une espèce de... Voilà, moi, ce qui me touche dans le cinéma. Parce que le nombre d'interprétations cinématographiques sur le texte de Maupassant est vraiment considérable. Les sites internet là-dessus, il doit y avoir une centaine de... Enfin bon, c'est un des auteurs les plus figurés au cinéma, et chacun a sa lecture de Maupassant, sa lecture filmique et sa manière de filmer Maupassant, mais les grands, Ophuls et Renoir, retrouvent cette sensualité de manière différente, probablement parce qu'ils n'ont pas le même éprouvé. Que Renoir et Ophuls, c'est l'aristocratie et le milieu populaire, caricaturé bien sûr, et qu'elle donne cette figuration radicalement différente dans les films. Oui, c'est pour ça aussi, si tu veux, que par rapport à la question que tu évoquais tout à l'heure, de la dimension compulsive, de la sexualité de Maupassant, etc., moi je trouve que dans ces textes, il n'y a justement pas que ça. Hein. Il y a une forme de sensualité par rapport à ce qui se joue justement dans les paysages, qui est extrêmement important. Enfin, c'est pour ça qu'il y a un risque de pervertir finalement la représentation qu'on peut avoir de cet auteur. Il y a quand même chez lui je sais pas, il fait des descriptions à un certain moment de paysages d'une très grande beauté, d'une très grande sensualité, où on est complètement pris dans du sexuel, mais qui ne relève pas justement de cette agitation. Oui. Je crois qu'il y a les deux. Il y a les deux. En particulier, je cite là, pour rejoindre ce que tu dis. Alors c'est une phrase de Maupassant qui n'est pas un livre de Maupassant. C'est un entretien avec Maupassant. Je suis une espèce d'instrument à sensation. J'aime la chair des femmes du même amour que j'aime l'herbe, les rivières, la mer, et par moments je suis aussi de la famille des écorchés. Voilà. Ça rejoint cette façon double d'être. Tout à fait, mais c'est ça, si tu veux, qui me semblait le plus parce qu'il m'a beaucoup retenu justement dans ces textes et dans certains passages que j'ai lus. Je veux dire, le passage, par exemple, où il décrit les champs de colza comme une nappe blonde, etc., les bluets et tout, et que tout à coup, ce qui vient, c'est que le champ est comme arrosé de sang, tellement il y a de coquelicots. Bon, mais c'est dans son écriture. C'est dans les textes. C'est dans le texte.
Incontestablement, c'est dans le texte. C'est lui, bien entendu, mais c'est dans le texte. L'écrivain. Oui, Blandine. Oui, puisque tu le dis, Blandine, mais moi qui ne suis pas un analyste au sens des cures analytiques, et en tout cas sûrement pas aussi chevronné que Blandine Folliot et Catherine Chabert, et moi qui suis un thérapeute bifocal, c'est-à-dire qui travaille avec Catherine Chabert et Blandine Folliot dans les thérapies bifocales. De temps en temps, dans des confrontations qu'on a, la confrontation entre ce que le patient a dit à l'analyste des représentations des imago-parentales avec la réalité que moi, le psychiatre référent, je vois des imago-parentales est une confrontation très riche. Parce que l'analyste, il est toujours dans le flou. Est-ce que c'est la façon dont le patient raconte l'histoire, il en rajoute, c'est des imago archaïques, dévorantes, etc. Et puis alors par moment, ça c'est Green qui le dit, en particulier pour un certain nombre de patients, dans la réalité, les parents, pour le psychiatre référent qui voit les parents, ils sont encore plus horribles que ce que le patient racontait à son analyste. Et que même dans la façon dont il les décrivait, il les défendait. Et que dans la thérapie bifocale, ces échanges-là sont très soutenants pour le psychanalyste. Je ne dis pas que... Pas, une mauvaise phrase qui me vient en tête. L'idée qu'il puisse flotter l'analyste, mais pas dériver. Et en littérature, bon, ben, c'est peut-être... je ne sais pas, c'est peut-être une interdiction qui me fait, moi, de flotter. Peut-être un accrochage ardu à la réalité, un besoin de cette réalité pour m'accrocher. Bon. Merci, Marc. Oui. Absolument. On n'a pas cette illusion-là. Ça reste un personnage. Oui, mais tu vois, par rapport à l'exemple que tu prends des parents, enfin, si effectivement ils sont aussi horribles que ce que dit le patient, c'est ennuyeux, quoi. Parce que quelle place on a pour... à ce moment-là, il faut faire un travail considérable pour pouvoir penser qu'en dépit justement de cette représentation qui correspondrait éventuellement à une part de la réalité, parce que moi je pense que c'est une part de la réalité qui apparaît et jamais la réalité complète, parce que nous, le travail qu'on fait avec eux, c'est qu'éventuellement ils puissent un peu modifier la version qu'ils ont dans les représentations qu'ils sont susceptibles d'avoir de telle ou telle figure parentale. Donc le problème du réalisme, enfin, ou de la causalité réaliste, c'est qu'elle ne laisse pas beaucoup d'espoir. Oui, mais c'est vraiment... Hein? Non, vraiment, c'est pas... Je crois pas que sur la question... Je crois, par exemple, pour reprendre... Oui, mais pour prendre l'exemple de Catherine, je crois qu'un certain nombre de patients vont mieux lorsqu'ils renoncent à couvrir leurs parents, voire à l'idéaliser, même en les couvrant d'injures, et qu'ils acceptent à un certain moment d'avoir compris que leurs parents étaient fous, alliés, totalement. Ce n'est pas la peine de continuer à dériver autour pour se faire une construction parentale. Alors oui, c'est peut-être pessimiste, c'est peut-être un renoncement, mais il y a aussi un soulagement. Ah non, mais ça c'est autre chose, c'est-à-dire, bon, c'est effectivement, peut-être que je sais pas... Enfin, ça, bien sûr, je suis d'accord. Je pense que effectivement, non seulement il faut admettre qu'ils sont comme ils sont, mais que de surcroît, c'est pas eux qui vont changer dans le cours du traitement. Mais si tu veux, c'est un peu la même chose que la question de la vie psychique d'un auteur et de sa production. C'est-à-dire, moi, je suis pas sûre que c'est parce que
Maupassant avait une vie sexuelle comme ci, comme ça, etc., qu'il a écrit comme il a écrit. De la même façon que je ne suis pas convaincue, heureusement d'ailleurs, que parce qu'on a des parents horribles, on va avoir une vie horrible et définitivement, même si ça joue. Ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Et alors sur la première partie, ça je sais pas. Il y a un certain nombre d'auteurs très... Ça, c'est très déterministe. Non, mais je veux pas trop dériver. Je crois qu'un certain nombre d'auteurs, si je puis dire, dans la mouvance de Maupassant le plus actuel, écrivent leurs livres comme ils font l'amour. Vraiment. Ils ne sont pas nécessairement aussi bien que Maupassant. Ouais. Tu as un Enfin, exemple en il tête? oui, il y a Bukowski, c'est très apparenté, quoi. C'est le corps de l'œuvre et bon, il y a beaucoup d'écriture autour du corps et de l'éprouver du corps, enfin, directement, justement, avec une absence totale de métaphore, une absence totale de digression, pas une écriture opératoire, non, une écriture d'incantation, qui s'apparente beaucoup à la façon dont ils éprouvent physiquement les choses ou les êtres, ça, oui. Je crois que c'est lui qu'on Oui. Sortons. Irène Kagan. Oui, moi je pense que ça a un statut à part par rapport. Bon, laissons de côté les références métapsychologiques parce que, enfin, pour moi, elles viennent toujours après coup, donc pas dans le moment de l'analyse. Mais en effet, moi je crois que c'est très différent. Enfin, moi aussi, j'ai souvent des références cinématographiques qui me viennent, mais parfois aussi des héros de la littérature, des héroïnes comme ça. Et je crois que c'est un statut assez différent des associations qu'on peut avoir quand, par exemple, il nous vient des pensées comme ça, préconscientes, qui ont à voir soit avec la vie quotidienne, soit avec des souvenirs, soit avec des rêves, enfin des choses de ce genre. Je crois, enfin je sais pas, hein, c'est vraiment une hypothèse, parce que
encore une fois, hein, je l'avais dit tout à fait au début de mon exposé, moi je ne suis pas du tout une spécialiste de ces questions-là, mais je crois que ça a un statut particulier parce que justement c'est pris quand même dans quelque chose qui a été produit par un autre. C'est-à-dire qu'on est en train d'écouter un patient qui produit des choses, enfin des mots, des images, bon, plus ou moins supportables, plus ou moins insupportables, enfin bon. Et je crois que la convocation comme ça, ou l'irruption d'une référence littéraire ou cinématographique, un produit d'artiste, c'est pour ça que j'ai dit pas des objets d'art, mais des produits d'artistes, c'est-à-dire d'autres personnes. Il me semble que ça, enfin pour moi en tous les cas, c'est comme ça que je le comprends et que je pourrais tenter vaguement de le théoriser, c'est que à ce moment-là, j'ai l'impression qu'on est pris quand même dans une situation de partage un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement dans l'emprise de ce qu'est en train de dire le patient intérieurement. C'est à la fois quelque chose qui pourrait jouer comme ça un rôle de tiers, mais en même temps, ce n'est pas une instance. Parce que je pense que c'est au niveau de l'activité associative qui se présente à ce moment-là. Et je ne sais pas, je le rapprocherais assez volontiers d'un fonctionnement un peu transitionnel, comme quand on lit un roman, ou quand on va au cinéma, ou qu'on voit une œuvre d'art, et où on est pris dans une espèce de partage comme ça, avec des choses qui sont à un autre et qui nous appartiennent en même temps, quoi. Donc, ta question m'intéresse beaucoup, je ne l'ai pas résolue, mais pour moi, c'est vraiment très différent de ce qui se passe. Bon, et même c'est différent de ce qui se passe quand c'est un patient qui me raconte un film ou qui me raconte un roman. C'est complètement différent. Emmanuel Sabouret. Bon, on ne parle pas seulement pour interpréter, hein. Voilà. Donc, l'interprétation, c'est peut-être encore autre chose. Ce que vous évoquez du côté de la dimension corporelle, si probablement, il doit y avoir quelque chose de cet ordre, hein, d'un moment comme ça de sidération, d'enlisement avec une angoisse importante, enfin, ou surtout un sentiment de très grande solitude, probablement en identification avec la patiente. Moi, je pense quand même que c'est un des moments de très grande solitude enfin, pour moi, en tous les cas, c'est comme ça. Parce que quand j'ai une sensation de très très grande solitude dans mon travail analytique, que finalement j'ai une espèce de compagnon là qui me vient, pas toujours, hein, je veux dire, quelquefois on appelle en vain, hein. Il y a des situations dans lesquelles... Alors, je sais plus ce qui s'est passé ce jour-là avec cette patiente-là. Je crois que j'ai pu lui parler quand même. Je crois que j'ai pu lui dire quelque chose qui probablement avait à voir avec cet aspect double d'elle-même, où finalement toute forme de plaisir lui était absolument transformée par elle en quelque chose d'horrible compte tenu de la culpabilité qu'elle pouvait en éprouver ou quelque chose de cet ordre. Enfin, je le dis peut-être avec des mots moins compliqués, mais c'est possible que je lui ai dit quelque chose.
c'est même probable. En tous les cas, dans la suite des séances, oui, c'est sûr. Ça m'a aidé. Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, c'est pour ça que Maupassant, c'est pas n'importe quel syphilitique. Le problème des maladies sévères, c'est que ça homogénéise et qu'il n'y a plus de Maupassant. C'est ça le gros problème des grandes maladies. En tout cas, que ça radicalise, ça homogénéise, ça fait disparaître le singulier. Ça abrase beaucoup. Marthe Coppel, je donne la parole à une amie qui partage un certain nombre de mes points de vue. Marthe Coppel. Ben, ça dépend. Enfin, je dis jamais, moi aussi, j'ai lu ce livre. Mais bon, on peut construire quelque chose, surtout avec les jeunes, c'est passionnant. Ou même avec les moins jeunes. Il y a peut-être un moment où dans ce que j'ai à dire, ça va intervenir, quoi. C'est-à-dire qu'en effet, de cette manière-là, lui ou elle saura que je sais de quoi il parle. Mais moi, je travaille beaucoup comme ça avec des jeunes patients, quoi. À partir de ce qu'ils sont susceptibles d'apporter eux-mêmes, de films, ça. C'est ça. Oui, alors bon, d'abord, en plus, quelquefois, il y a des patients, comme moi, je suis pas comme Maurice Corco, j'ai pas tout lu, tout vu. Donc, il y a des... Vous avez plus de patience. Il y a des patients qui ont des références qui ne sont pas du tout les miennes, hein, donc c'est autre chose. Et là, à mon avis, c'est complètement autre chose, hein. C'est un mode de travail avec eux où justement il y a une bonne partie du travail qui est faite par le patient, puisqu'il apporte comme ça une référence littéraire ou cinématographique, et donc on peut continuer. Alors là, ça ressemble davantage effectivement au système du squiggle de Winnicott, quoi. On continue comme ça. Mais par exemple, il m'est arrivé d'avoir des images de films toujours les mêmes à propos d'une patiente, à propos de toujours les mêmes scènes qui revenaient de façon itérative dans son discours, quoi. Des scènes d'enfance particulièrement désagréables et pénibles. Et moi, j'avais en tête une scène d'un film de René avec Nicole Garcia, et chaque fois qu'elle parlait de ce moment-là de sa vie, ben, moi, j'avais Nicole Garcia qui se mettait en route avec Alain René. Mais oui, je pense que ce que dit Sylvie est drôlement important. Je crois que le fait qu'effectivement on fait appel à un autre, et à un autre qui a créé. C'est-à-dire qu'il s'est quand même en partie par cette... j'ai du mal à penser qu'on crée seulement dans la douleur. Je pense que ça existe en effet, mais qu'il doit y avoir, je crois, quand même un plaisir de l'écriture. C'est vrai qu'il n'a pas longtemps écrit Maupassant, il a écrit pendant 10 ans. Mais ce qu'il a écrit pendant 10 ans, c'est formidable. Juste pour apporter une contribution à ce débat qu'on a souvent ici avec Maurice par rapport justement à la réalité historique. Et donc je suis content de t'entendre prendre effectivement cet avis par rapport à cette distance par rapport à la réalité historique, parce qu'il y a toujours un piège qui justement peut être celui d'avoir une conception de la réalité historique presque génétique, c'est-à-dire qu'à partir d'une réalité donnée, forcément, c'est une discussion qu'on a souvent avec Maurice, c'est-à-dire dès que Maurice repère une mère absente ou une mère... à ce moment-là, forcément, il y a inéluctablement comme ça des choses qui peuvent se mettre en place. Enfin, j'ai pris cet exemple, mais ça peut être pour autre chose. Oui, mais c'est l'exemple le plus parlant parce que ça fait rire. Et ce qui veut dire que ton exemple réduit tout ce que j'essaye de dire. C'est ça qui est désolant. Non, ça ne réduit pas, ça pointe. Mais si. Non, je crois que dire que c'est le génétisme, juste. le déterminisme, mais non, c'est une aberration. C'est beaucoup plus subtil que ça. Je me doute, c'est très subtil. Et donc, à partir de là, à partir justement de ce que tu as pu dire justement sur la réalité historique
et à partir du travail justement qui est possible avec un patient, le propre justement de ce travail avec le patient, ça sera justement dans la reconstruction de quelque chose. Et que dans ces cas-là, on quitte justement le côté inéluctable des faits, le côté horrible des faits, qui peut être justement particulièrement pesant, et que toute cette construction, ça ne sera pas une reconstruction, ça sera pour le coup une construction, comme Widerman a pu en parler, de ce travail, enfin de l'analyse, permettra justement d'échapper à une inéluctabilité justement historique. C'est ça toi que ça fait. Oui, oui. Non, je crois que ce qui est délicat à cerner, c'est il y a une illusion totale d'un déterminisme, d'un génétisme, c'est une idiotie en littérature, a fortiori, dans la création artistique. Et chez les patients, tout autant. Mais ce qu'il y a de vrai chez les patients, c'est que celui qui ne tient pas compte de ces lignes de force, qui homogénéise le sujet, qui lui enlève sa singularité, qui l'entraîne dans des rails, et qui se laisse dériver à penser que tout est possible, on peut se dégager de tout, que la créativité est toujours possible, qu'elle n'est jamais enfermée dans des rails, que ce soit de douleur ou de jouissance, je crois que c'est une illusion tout aussi importante. Et je pense qu'il faut faire dialectiser les deux, mettre en tension les deux. Sinon, d'un côté comme de l'autre, on est dans une illusion totale. Et pour la création artistique, je ne la sanctifie pas, je ne la sacralise pas, parce qu'il me semble quand même entendre ça. Là. Il y a un côté sacré, on ne touche pas, c'est la créativité à l'état pur. Non, non, je crois que ça reste une machinerie, y compris chez Proust, pour prendre un exemple le plus extrême du romantisme et des digressions les plus lointaines, ça reste d'abord une grande machine bien construite, bien huilée, qui après s'autorise, parce que la machine est construite, parce que les mathématiques sont là, à pouvoir par moments, en effet, voguer. Mais dire que c'est comme ça, non. Que tout est possible, non. Non, non, je crois que c'est peut-être malheureux, c'est peut-être pessimiste, mais en tout cas qu'il faut tenir compte de la réalité. Mais ça, Maurice, je crois que... Y compris en littérature. Non, mais d'accord, mais enfin, je veux dire, moi, il me semble quand même que, justement, c'est consciemment présent, ce que j'ai dit, dans l'oscillation même. Ah non, je répondais à Pierre, pas à toi. Mais, non, mais... mais parce que... Mais, d'accord. Mais alors là, si tu veux, je crois qu'on en arrive à des points de vue qui sont beaucoup plus privés. Parce que moi, je pense justement que on a suffisamment... Enfin, on est souvent suffisamment aux prises avec l'impact de nos échecs, qu'on peut attribuer à toutes sortes de réalités, mais éventuellement aussi à quelquefois une réalité historique qui peut nous conforter d'ailleurs, hein, la réalité historique. Je pense que que c'est pour ça que, enfin bon, donc dans notre métier, on n'a pas que des succès, il y a des moments qui sont difficiles, il y a des psychothérapies, des cures qui ne marchent pas, et justement on est constamment confronté à cette question d'une réalité psychique ou matérielle qui nous empêche de réaliser nos désirs. On peut dire les choses comme ça. Alors, c'est pour ça que moi, du côté de la littérature, eh bien, je suis suffisamment prise par des émotions, de la tristesse, du désespoir, en lisant ça, et du plaisir, en lisant certains ouvrages, que effectivement, j'ai pas envie, c'est ça que je veux dire, j'ai pas envie d'utiliser ni mon travail, ni ma formation d'analyste pour m'intéresser finalement à la réalité clinique de l'auteur. Mais j'admets tout à fait qu'on puisse fonctionner autrement. Hein. Je veux dire, moi, j'aime pas les biographies. Mais je conçois tout à fait qu'on puisse adorer ça. Moi, ça m'ennuie, les biographies. Mais je préfère les romans. Mais je comprends tout à fait la passion que vous pouvez avoir de lire des biographies de vos romanciers préférés. Je veux dire, j'ai pas la même position, c'est tout. Et comme Maurice m'a proposé de venir parler ce soir, ben j'ai parlé de ce que je pense. Absolument. Bon.